Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de ce journal, offensive diplomatique américaine en Afrique. Début hier, dimanche, de la tournée de la vice-présidente américaine Kamala Harris sur le continent afin de renforcer les liens dans un contexte de concurrence croissante de la part de la Chine et de la Russie. Cette tournée d'une semaine commence par le Ghana. Beata Oumbeyi Meres, lauréate 2023 du prix Ahmadou Kourouma pour son roman Consolé, dont l'histoire revient sur la colonisation et ses séquelles dramatiques. Forcés à la mendicité des enfants également enchaînés et séquestrés, la souffrance des talibés au Sénégal, les ONG, les associations exhortent régulièrement les pouvoirs publics à prendre des mesures pour protéger ces enfants livrés à eux-mêmes. Caridad du Gâtinais est l'une des associations qui dénonce le phénomène. Son président, Ayouba Sow, sera avec nous dans ce journal. La vice-présidente américaine Kamala Harris a entamé hier dimanche 26 mars une tournée dans 3 pays africains, une visite d'une semaine en Afrique destinée à approfondir les relations avec le continent. Ce voyage s'inscrit au sein de la stratégie de l'administration américaine visant à freiner la présence grandissante de la Chine et de la Russie en Afrique, très convoitée sur le plan économique. Avant la Tanzanie et la Zambie, le Ghana est la première étape de ce voyage, la numéro 2 de l'exécutif américaine qui à son arrivée à l'aéroport d'Accra et dans une première prise de parole a insisté sur la volonté de son pays d'approfondir les liens avec le continent et le Ghana, l'une des démocraties les plus stables du continent, mais dont l'économie qui reste l'une des plus dynamiques en Afrique est néanmoins confrontée à une crise de la dette et à une inflation galopante. Les défis économiques mais aussi sécuritaires doivent être discutés ce lundi lorsque la vice-présidente américaine sera reçue par le chef de l'État du Ghana, Nana Akufo-Addo. Je vous propose d'écouter la vice-présidente américaine Kamala Harris. What an honor it is to be here in Ghana. C'est un honneur pour moi d'être ici au Ghana et sur le continent africain. Aujourd'hui démarre une tournée d'une semaine qui, après le Ghana, me conduira en Tanzanie, puis en Zambie. Nous envisageons ce voyage comme une nouvelle déclaration de la relation et de l'amitié très importante et durable entre le peuple des États-Unis et ceux qui vivent sur ce continent. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de l'Afrique. Je suis très enthousiaste quant à l'impact qu'aura l'avenir de l'Afrique sur le reste du monde, y compris sur les États-Unis d'Amérique. Alors je suis ici pour évoquer le partenariat bilatéral avec les États-Unis et pour dynamiser le travail dans lequel nous nous sommes engagés ensemble. Pendant ce voyage, un accent particulier sera mis sur la hausse des investissements américains en Afrique et sur les moyens de booster l'économie et les opportunités, précisément dans le domaine de l'autonomisation de la femme et des jeunes filles, de l'entrepreneuriat des jeunes, sans oublier la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique. Au Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement déclare l'état d'urgence dans 8 régions du pays. La mesure a été décrétée vendredi dernier en Conseil des ministres. Cette mesure s'appliquera à partir du 30 mars 2023. Dans le détail, cet état d'urgence va permettre aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes. Ces mesures interviennent quelques jours après la visite du chef de la junte au pouvoir, Ibrahim Traoré, à Kaya, dans le centre-nord du pays, en proie à une recrudescence des attaques terroristes face auxquelles le pouvoir appelle à la mobilisation générale. L'Assemblée législative de transition a d'ailleurs adopté en ce sens un projet de loi portant institution des comités de veille et de développement. Écoutez à ce propos le colonel Boukaré Zungrana, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Ce qui est recherché à travers le vote de cette loi, c'est que les populations dans les villages et dans les secteurs puissent être les artisans de leur propre développement et les artisans de leur propre sécurité. Bénévolat parce que dans les villages, ça se fait déjà. Les populations travaillent, font leurs rencontres, font leurs activités, s'organisent
et n'ont pas besoin d'être payés pour ça. Ils le font, c'est ce qu'ils font tous les jours que nous sommes en train de formaliser ici. Notre souhait, et ce que nous voulons, c'est que ces couverts-là soient vraiment apolitiques, ne puissent pas être sous l'influence d'une organisation politique ou organisation quelconque que ce soit, mais que ce soit vraiment une organisation du village pour défendre les intérêts du village. Le prix Ahmadou Kourouma, prix littéraire suisse, créé en 2004 et décerné cette année à l'écrivaine franco-rwandaise Beata Umboyi Mérès, le prix qui récompense Consolé, son second roman qui revient sur la colonisation et ses séquelles, un roman poignant dans lequel Beata Umboyi Mérès se révèle une fois de plus comme l'une des voix majeures de la littérature africaine contemporaine. Joël Ballot. L'écrivaine rwandaise Beata Umubiei Mérès s'est vue décerner le 24 mars, à l'occasion du Salon africain du livre de Genève, le prix Ahmadou Kourouma 2023 grâce à son second roman intitulé Consolé. Dans cet ouvrage, elle aborde plusieurs questions mémorielles tout en mettant en résonance le passé colonial et la condition des enfants d'immigrés. Une vieille femme est en train de mourir dans un EHPAD du sud-ouest de la France. Et au fur et à mesure qu'elle perd la mémoire, elle oublie le français et c'est une autre langue qui est inconnue de tout le monde dans l'établissement qui fait surface. Ramata, une Française de 50 ans, une femme noire, qui est en reconversion professionnelle et qui fait un stage d'art-thérapie dans cet EHPAD, va être intriguée. Et à travers cette enquête, remonter, ou plutôt aller jusqu'aux racines de son histoire qui plonge dans l'effet de la colonisation belge en Afrique centrale. Consolé de Beata Umubiei Mérès montre que le passé colonial a toujours un impact sur la condition noire. Elle s'avance d'un pas délicat sur les territoires de l'amnésie et l'impact sur les générations présentes et futures. J'essaye de faire dans ce roman, comme je fais dans tous mes livres, de tisser le lien entre le passé et le présent de façon à parfois permettre d'apaiser les souffrances de la génération d'aujourd'hui, de leur parler, puisque tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne se dit pas les choses, le passé ne passe pas. À 44 ans, Beata Umubiei Mérès, romancière et poétesse, se conjugue, non comme une matière figée, mais comme une manière de décrypter la société actuelle. Consolé, publié en 2022, se heurte ainsi à des murs intérieurs, la maladie, l'indifférence. À travers Consolé, c'est son propre rapport à sa mémoire et à la transmission à sa fille Inès qu'elle interroge. Le Brésil battu par le Maroc qui a décroché un succès prestigieux, 2-1 samedi dernier à Tanger à l'occasion d'un match amical. Depuis, c'est l'euphorie chez les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas qui conservent ainsi une bonne dynamique après leur exploit remarqué lors de la Coupe du Monde au Qatar. Séverin Douqueux. Le Maroc l'emporte 2-1 face au Brésil en match amical le 25 mars 2023 au stade de Tanger. Une victoire hautement symbolique, c'est le tout premier pays arabe qui réussit l'exploit de renverser le quintuple champion du monde de football avec 2 buts signés de Boufal à la 29e minute et d'Abdelhamid Sabiri à la 79e. Le fait de gagner le Brésil, c'est pas donné à tout le monde. Première équipe arabe qui battre le Brésil avec la manière. Nous allons dominer, nous allons créer beaucoup d'occasions, plus que Brésil. C'est pour ça on est fiers de cette équipe. La performance marocaine vient confirmer les qualités de cette équipe dans le top des classements africains et mondiaux de football. Elle rehausse également le rayonnement du Maroc en matière d'encadrement des sportifs et de développement des infrastructures indispensables à l'émergence des talents et à l'organisation de grands événements sportifs. Les Lions de l'Atlas ont confirmé que le résultat réalisé au Qatar, c'était pas une surprise. Ils ont confirmé qu'arriver en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, c'était largement mérité parce que maintenant on a une très belle équipe, une équipe solide, une équipe qui peut jouer contre n'importe quelle équipe. Avec cette génération, on peut rêver, avec cette génération, on peut arriver à l'objectif que tout le monde attend, c'est la Coupe d'Afrique.
Avec la victoire contre le Brésil, le Maroc signe ainsi une énième belle performance après celle réalisée au Mondial de football organisé au Qatar en sortant dans le dernier carré de la compétition. La sélection est par ailleurs la première du continent à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire. Confiés par leur famille à des écoles coraniques pour y recevoir un enseignement religieux, de jeunes mineurs sont obligés de mendier, souvent victimes de violences. Au Sénégal, on les appelle les talibés. Les ONG, les associations exhortent régulièrement les pouvoirs publics à prendre des mesures pour protéger ces enfants livrés à eux-mêmes. Caridad du Gâtinais est l'une des associations qui dénonce le phénomène. Son président, Ayoub Basso, est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, si le phénomène est connu du public, les conditions de vie de ces enfants le sont moins. D'abord, Ayoub Basso, qui sont précisément ces enfants? D'où viennent-ils? Ces enfants-là, merci de m'avoir invité. Et ces enfants-là, c'est des enfants qui viennent, d'une partie du Sénégal et de la sous-région aussi. Mais ils viennent de quel milieu social exactement? Comment ces enfants se retrouvent finalement pris dans des réseaux et forcés d'aller mendier dans les rues, notamment de la capitale? Souvent dans des familles où vraiment diminuent, ça j'ai constaté ça parce que souvent ils viennent des villages où vraiment les pays de la sous-région où les familles n'arrivent pas à subvenir justement aux besoins de ces enfants. Alors, des enfants victimes d'abus physiques, de viols, agressions sexuelles et beaucoup d'autres sévices. On parle également de séquestration. Le phénomène n'est pas nouveau, on le sait, car depuis des années, la presse relate régulièrement des histoires concernant ces enfants, des histoires bien trop souvent dramatiques. Et votre association est engagée sur cette question. Que fait le gouvernement sénégalais? Est-ce qu'on peut parler finalement d'un échec des mesures annoncées en 2016 par le chef de l'État? Tout à fait, un échec total, on le voit. Depuis 2010, l'association Caridad du Gâtinais, en tout cas, avait décidé d'accompagner ces enfants-là à travers des formations, en passant par l'éducation, justement la santé. Parce que nous, on a constaté qu'effectivement, quand on vient au Sénégal, partout dans la rue, on retrouve des enfants qui ont à partir de 5 ans jusqu'à, on va dire 16-17 ans. Et je pense que ces enfants-là, c'est des mineurs. Ces enfants-là, leur prise en charge dépend de l'État normalement. Ces enfants-là, ils n'ont rien à faire d'or. Et justement, l'association Caridad du Gâtinais avait mis en place un projet qui s'appelle la Maison du Petit Frère, qui était parti pour récupérer ces enfants de la rue et les abriter, les accompagner et pouvoir les mettre justement dans des structures bien organisées. Mais jusqu'à aujourd'hui, on tourne, on voit bien que ce n'est pas leur priorité pour l'instant. Et c'est dommage que quand on vient en Afrique ou au Sénégal, bien sûr, là où je connais très bien, on voit les enfants partout dans les rues du Sénégal. Et je pense que ça, c'est déplorant. Alors le défi est immense, on l'imagine, pour votre association. Vous parlez d'un accompagnement au niveau de la santé, mais aussi pour favoriser leur insertion scolaire, l'insertion scolaire de ces enfants. Quel appel pourriez-vous lancer à l'endroit du gouvernement, mais aussi au public? De se rendre compte de ce qui se passe. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on part au Sénégal, on le voit. C'est une réalité. Maintenant, il faut agir. Il faut agir parce que sauver ces enfants-là, c'est ces enfants-là qui doivent gouverner demain, c'est ces enfants-là qui doivent tenir le pays demain. Et ces enfants-là, si on ne les apprend pas dès aujourd'hui comment rentrer dans ce système-là, je pense que voilà, on va droit au mur. Alors, on va revenir un moment sur les mesures de 2016 annoncées par le gouvernement sénégalais, qui finalement ne consistaient qu'à sanctionner les personnes qui vont prendre ces enfants pour les forcer finalement à aller mendier dans les rues, donc des mesures uniquement pour sanctionner. Est-ce que l'échec, c'est pas aussi de ne pas avoir pris le problème de façon globale, à savoir la lutte contre la pauvreté?
de ces enfants notamment. Tout à fait, ça commence par là. C'est pour ça que je disais que l'association, en tout cas Caridad du Gâtinais, a monté un projet qui s'appelle la Maison du Petit Frère. La Maison du Petit Frère qui sert à récupérer les enfants de la rue, les insérer, les éduquer et même les placer dans des structures de formation bien organisées. Oui, il faut croire aussi aux associations parce que dans chaque pays qui se développe, il y a aussi une partie des associations qui amènent des projets. Donc l'État ne peut pas tout faire, mais d'écouter les associations et les organisations, ça peut que les aider. Parce qu'ils connaissent, je vais dire que je ne peux pas me permettre de dire qu'ils ne savent pas tout, mais il y a, dans certaines situations, on le voit, la situation des enfants, c'est quand même une réalité. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils vont encore réfléchir et mettre quelque chose en route. Alors, en tout cas, l'aide apportée à ces enfants vient surtout de structures, on va dire, privées comme la vôtre, qui ne bénéficient pas d'aide de la part du pouvoir? Non, rien du tout, rien. Des projets, bon, la lenteur administrative au Sénégal, on le connaît très très bien, hein, et c'est ça, nous, on n'a pas le temps. On ne peut que solliciter l'État pour accompagner ces enfants, pour les aider, parce que c'est aussi notre rôle. Avant tout, on est quand même des fils du pays. Le pays nous a tout donné. On a droit, quand on vient en Europe, aujourd'hui, on acquérir des expériences, de vouloir retourner et les mettre à disposition à notre pays. Mais si on ne nous écoute pas, si on ne nous donne pas la chance de pouvoir le faire, eh bien, les résultats sont là. Alors, et quelle action menez-vous par rapport au réseau? Alors, on imagine que ça, c'est une question qui devrait être prise par les pouvoirs publics, par le gouvernement. Mais vous, est-ce que vous intervenez un peu sur les réseaux qui embarquent un petit peu ces enfants, qui les forcent à aller dans les rues, à les mendier? Tout à fait. J'ai déjà, moi, notre dernière action qu'on a fait au Sénégal pendant le Covid et même après, on a dû, dans la région de Thiès, aller voir justement des daras, comme on dit. On les a donné des habits. On a discuté justement avec le professeur coranique et on a abordé tous ces sujets-là. Mais nous, on n'a pas tout le pouvoir pour intervenir. Pour sanctionner notamment. Pour sanctionner ou même pour les aider, parce qu'ils ont aussi besoin d'aide. Il faut aujourd'hui, je pense, moderniser les daras. Moderniser. On peut aujourd'hui mettre des moyens dans les daras pour qu'aujourd'hui, ça les permet d'apprendre et éduquer comme il se doit dans tous les pays. Mais l'État reste vraiment... Donc, voilà. Donc, espérons que le gouvernement sénégalais vous écoute en ce moment et entende votre appel qui consiste à les inviter à intervenir sur cette question avec des mesures concrètes au-delà des mesures visant à sanctionner les réseaux concernés par ces phénomènes. Tout à fait. Depuis longtemps, ils sanctionnent, mais on voit que le problème ne s'arrange pas. Aujourd'hui, il faut des projets concrets. Je pense que c'est la meilleure solution, la place de sanctionner. Merci beaucoup, Ayoub Basso. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Caridad du Gâtinais. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.